Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire aussi tragique que méconnue. L'attaque la plus meurtrière jamais commise contre une école aux États-Unis. Un véritable massacre qui, malgré son bilan terrible, a quasiment été effacé de la mémoire collective. Alors la question c'est comment une atrocité pareille a-t-elle pu être oubliée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre le choc que ça a été, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. On est en 1927. C'est une période d'optimisme fou, une ère de progrès et d'exploit. On a l'impression que tout est possible, que les limites humaines sont repoussées chaque jour. L'avenir s'annonce radieux. Les journaux sont remplis d'histoires de héros. D'un côté, il y a Charles Lindbergh, surnommé l'Aigle solitaire, qui fascine le monde entier en réussissant le tout premier vol en solo au-dessus de l'Atlantique. De l'autre, la légende du baseball, Babe Ruth, qui pulvérise les records avec 60 home runs en une seule saison. Bref, c'est vraiment une époque de triomphe. Mais le 18 mai, très loin de cette ferveur générale, dans la petite ville tranquille de Bath dans le Michigan, eh bien, tout cet optimisme de 1927 va voler en éclats. Ce qui s'est passé ce jour-là a non seulement brisé une communauté, mais ça aurait dû marquer la nation tout entière, pour toujours. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui se cache derrière cette horreur? Pour comprendre le drame, il faut d'abord s'intéresser de près à l'homme qui a tout planifié. Cet homme, c'est Andrew Kehoe. Il a 55 ans et c'est un personnage, disons, assez complexe. Il est fermier, électricien et il a même été trésorier du conseil scolaire. Dans la petite communauté de Bath, il a la réputation d'être quelqu'un de serviable, mais aussi d'être très colérique, sanguin, une double facette qui cachait en réalité une rage immense. Et cette rage, elle était nourrie par une accumulation de rancœur. D'abord, il ne supportait pas de payer plus d'impôts pour la nouvelle école. Ensuite, il y a eu sa défaite à une élection locale en 1926, qu'il a vécue comme une véritable humiliation. Ajoutez à ça la honte de voir sa ferme sur le point d'être saisie et le poids des dépenses médicales pour sa femme, Nellie, qui était très malade. C'était vraiment un cocktail explosif. Le message qu'il a laissé juste avant de passer à l'acte est glaçant. Sur un panneau, près des débris de sa ferme, il a écrit « On ne naît pas criminel, on le devient ». Une phrase terrible qui nous donne un aperçu de sa logique tordue. Pour lui, c'était la faute de la communauté qui l'avait poussé à bout. Voyons maintenant le déroulé de cette journée fatidique. Parce que la vengeance de Kehoe, ce n'était pas du tout un acte impulsif. C'était le point final d'un plan préparé avec une minutie effrayante. Pendant presque un an, il a mis son plan en exécution sans que personne ne se doute de rien. Il a commencé par acheter en secret des centaines de kilos d'explosifs. Puis, comme il était électricien, il en a profité pour placer les bombes dans le sous-sol de l'école en faisant croire qu'il faisait des réparations. Quelques jours avant l'attaque, il a assassiné sa femme. Il a piégé sa ferme pour qu'elle explose aussi. Et enfin, il a transformé sa camionnette en une bombe roulante remplie de dynamite et de ferraille. Et le 18 mai 1927, tout s'enchaîne avec une précision diabolique. À 8h45, un réveil bricolé déclenche l'explosion qui anéantit l'aile nord de l'école. Une demi-heure plus tard, alors que les premiers secours et les parents paniqués fouillent les décombres, Kehoe arrive sur place dans sa camionnette. Il appelle le directeur de l'école, et là, il fait tout sauter une dernière fois, se tuant avec les autres. La violence de la première explosion est tout simplement inimaginable. Une institutrice, Bernice Sterling, a témoigné plus tard. « J'ai vu les corps de mes élèves être projetés contre les murs ou à travers les fenêtres. Après ça, je ne me souviens plus de grand-chose. » Ces mots disent tout de l'horreur absolue vécue ce matin-là. Cette photo, elle est particulièrement difficile à regarder, mais elle est nécessaire. C'est la classe de 5e année de Madame Hart. L'explosion a eu lieu juste sous leurs pieds. Quasiment tous les enfants présents sur cette photo ont été tués ou blessés. Ces visages, ce sont ceux des victimes. Et voilà ce qu'il restait de la camionnette de Kehoe. Ce tas de ferraille, c'est l'arme de la deuxième explosion, celle qui a tué Kehoe lui-même, le directeur de l'école et plusieurs autres personnes qui se trouvaient là pour aider. Après un tel chaos, il a fallu gérer les conséquences. Comment une ville, une communauté, peut-elle se relever après l'impensable ? Le bilan humain final est absolument terrible. 45 personnes tuées, dont 38 enfants, et 58 blessés. Pour une petite ville de 300 habitants, c'est une hécatombe. C'est presque un quart des enfants de la ville qui ont été touchés. Et pourtant, le drame a failli être encore plus terrible. Les secours ont retrouvé plus de 220 kilos de dynamite intacte dans l'autre aile de l'école. C'est un simple court-circuit dans le mécanisme de Kehoe qui a empêché une deuxième explosion massive qui aurait probablement tué tout le monde sur le site. Bien sûr, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans tout le pays. Le massacre de Bath s'est retrouvé à la une de tous les journaux. La nation entière était sous le choc,
en état de sidération. Mais au milieu de cette tragédie, il y a eu un élan de solidarité incroyable. Les dons ont afflué de partout. Un sénateur, James Couzens, a même donné 75 000 $ de sa poche, une fortune pour l'époque, afin d'aider à la reconstruction. Moins de 2 ans plus tard, une nouvelle école ouvrait ses portes, comme un symbole de la résilience de cette communauté meurtrie. Ce qui nous amène à la dernière partie, et peut-être la plus troublante. Comment une tragédie d'une telle ampleur, avec un tel impact, a-t-elle pu quasiment disparaître de la mémoire collective ? Alors pourquoi cette attaque, qui reste à ce jour la plus meurtrière de l'histoire des écoles américaines, n'est-elle pas plus connue ? La réponse est en fait aussi simple que déconcertante. Parce que seulement 2 jours après le massacre de Basse, Charles Lindbergh atterrissait à Paris. L'exploit était si immense que l'attention du monde entier, et donc des médias, s'est complètement détournée de la tragédie pour se focaliser sur le triomphe de l'aviateur. L'héroïsme a éclipsé l'horreur. Aujourd'hui, un parc commémoratif a été aménagé sur le site exact de l'ancienne école. Et en son centre, on peut voir la coupole du bâtiment d'origine qui a été préservée. C'est un rappel silencieux, un lien physique avec le passé pour honorer la mémoire des victimes. Pour terminer, une survivante a dit ceci des décennies plus tard. Nous nous voyons toujours comme des survivants. On prend soin les uns des autres différemment parce qu'on sait que l'impensable peut arriver, même en allant simplement à l'école. C'est une réflexion très puissante sur la fragilité de la vie et la force d'une communauté. Et tout ça nous laisse avec une question finale. Comment notre mémoire collective fonctionne-t-elle ? Comment choisit-on les drames dont on se souvient et ceux qui tombent dans l'oubli ? L'histoire de Baellis est la preuve que les événements qui marquent l'histoire ne sont pas toujours les plus médiatisés, mais parfois ceux qu'on décide, ou non, de ne jamais laisser disparaître. Le HMS Débrac, rien que le nom, ça sent l'aventure, le mystère et la promesse d'une découverte incroyable. Aujourd'hui, on part ensemble à la recherche de son véritable trésor. Mais avant de plonger tête la première, il faut se poser une question qui va en fait guider toute notre analyse. Qu'est-ce qui pourrait bien avoir plus de valeur que de l'or et des pierres précieuses qui dorment au fond de l'océan ? Eh bien, la réponse se cache peut-être là où on s'y attend le moins, dans cette thèse universitaire de 1998. Un document qui a complètement changé notre regard sur ce naufrage légendaire. C'est notre feuille de route pour aujourd'hui. Il faut dire que le Debrac, ce n'est pas n'importe quelle épave. Pendant près de 2 siècles, son nom a fait rêver. Il était synonyme de trésors espagnols fabuleux, et il a alimenté les fantasmes de fortune de générations entières de chercheurs. Allez, on remonte le temps. Direction 1798 pour revivre le tout dernier jour du navire. Imaginez la scène, on est le 25 mai 798. Après 2 mois en mer, le Debrac arrive enfin près des côtes américaines. À bord, on peut sentir l'excitation, l'ambiance est à la fête. Le commandant Drew trinque même avec le pilote local qui vient de monter à bord. Mais, alors qu'il jette l'ancre, le ciel s'assombrit d'un coup. Une rafale de vent d'une violence inouïe frappe le bateau, le couche sur le côté, et là, c'est le drame. L'eau s'engouffre par les sabords des canons qui avaient été laissés ouverts. Tout se passe en quelques secondes. La thèse le décrit de manière absolument glaçante. En quelques instants, le Debrac reposait au fond de la baie du Delaware, avec seulement les sections supérieures de ses mâts visibles au-dessus de la surface. Cette phrase est saisissante, non ? Elle capture vraiment la brutalité et la rapidité de la catastrophe. Le navire n'a pas juste coulé, il a été littéralement avalé. Le bilan humain, lui, est terrible. 44 vies perdues, 33 marins de l'équipage et 11 prisonniers espagnols qu'il transportait. Une véritable tragédie. Bon, on fait un énorme bond en avant dans le temps. Parce que si le navire a coulé, sa légende, elle, a continué de flotter. Et puis au printemps 1984, après presque 2 siècles de rumeurs et de recherches infructueuses, bingo, l'épave est enfin localisée. C'est une entreprise privée, obsédée par la promesse du trésor mythique, qui se lance dans une opération de sauvetage massive. L'opération devient un véritable cirque médiatique qui va durer 3 ans. Sauf qu'il y a un hic, un énorme problème. Ce sont des plongeurs professionnels, des chasseurs de trésors qui sont à la manœuvre, pas des archéologues. Les objets sont remontés à la va-vite, sans noter précisément où ils se trouvaient. Et l'ironie suprême dans tout ça, le fameux trésor, l'or, les bijoux, ils ne le trouveront jamais. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Ce qui se passe ensuite est, pour les historiens et les archéologues, un vrai cauchemar. Pour bien comprendre, il faut voir la différence fondamentale entre les 2 approches. Une fouille scientifique, c'est un travail de précision chirurgicale. Chaque objet est cartographié parce que son emplacement, c'est une pièce du puzzle. C'est le contexte qui donne du sens. Le sauvetage du Debrac, à côté, c'était le chaos. On a privilégié les beaux objets, ceux qui semblaient avoir de la valeur, et en faisant ça, on a perdu l'essentiel, l'histoire qu'ils racontaient ensemble. Du coup, le verdict de la communauté scientifique est tombé, et il était sans appel. Pour beaucoup, la collection d'artefacts du Debrac était tout simplement gâchée. Une source d'information potentiellement incroyable, ruinée par la course au profit.
Mais c'est là que la thèse devient absolument fascinante. Parce qu'au lieu d'y voir un échec total, l'auteur y voit un défi. Regardez cette image, elle vient du microfilm de la thèse. Elle nous prévient que la copie peut être de mauvaise qualité. C'est une métaphore parfaite. L'histoire qui nous parvient est souvent une copie imparfaite. Et le vrai travail, c'est d'apprendre à la déchiffrer malgré tout. Pour lire cette copie imparfaite, l'auteur a utilisé un outil super puissant, l'étude de la culture matérielle. En fait, l'idée est assez simple. C'est le principe que nos objets du quotidien, nos vêtements, nos outils, nos assiettes, racontent qui nous sommes. Ils sont les témoins silencieux de nos vies. Alors comment est-ce qu'on fait pour reconstituer tout un monde, toute une société à partir de simples fragments? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le résumé de la thèse le dit noir sur blanc. Le but du jeu a changé. Il ne s'agit plus de trouver de l'or, mais de comprendre l'expérience de ces 85 hommes qui vivaient les uns sur les autres à bord. Le trésor, en fait, c'était eux. C'est ça, le vrai tournant. Le changement radical de perspective. On oublie l'or et les légendes. La vraie question, bien plus intéressante, c'est comment des êtres humains arrivent à créer du sens, une culture, une identité propre, dans un espace aussi petit, brutal et fonctionnel qu'un navire de guerre du XVIIIe siècle. La méthode pour y parvenir est hyper rigoureuse. D'abord, on analyse des milliers de petits objets du quotidien, des boutons, des bouts de céramique, des outils. Ensuite, on croise toutes ces données avec les plans du navire et les rares témoignages de survivants. L'objectif final, c'est de créer ce que la thèse appelle une ethnographie historique. C'est un peu comme faire un reportage sur cette micro-société qui a complètement disparu. On arrive maintenant au bout de notre enquête, et donc à la réponse à la question qu'on s'est posée au tout début. Et la voilà, cette fameuse réponse. La conclusion de la thèse, c'est que le véritable trésor n'a jamais été dans un coffre. Il est résumé dans cette phrase « Les artefacts de la vie quotidienne ont joué un rôle important dans la construction de la réalité de la vie à bord du Debrak. Les objets n'étaient pas que des outils, ils façonnaient le monde de l'équipage. » Au final, l'histoire du Debrak, ce n'est pas une déception, c'est une révélation. Ce navire n'est pas un coffre au trésor vide. C'est une capsule temporelle incroyablement riche, une fenêtre ouverte sur la vie en mer il y a plus de 200 ans. Voilà le véritable trésor, la compréhension d'un monde perdu. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Si dans 200 ans, des archéologues du futur analysaient nos objets du quotidien, qu'est-ce que ces objets raconteraient sur nous? Sur notre monde, sur ce qui était important pour nous? Nos histoires ne sont peut-être pas seulement dans nos paroles, mais aussi dans toutes ces choses que l'on touche chaque jour.